Chers amis, c'est la dernière conférence de la soirée. Mais ça va être extraordinaire. Je vous sens hyper chaud là. Ah ouais, c'est ça, hein, je vous sens totalement... C'était bien la soirée? Vous avez fait des trucs dingues. Bah, vous savez qu'en plus derrière, il y a une performance, il y a un concert, vous allez rester jusqu'au bout de la nuit. Alors je vous propose, comme cette thématique est métamorphose, on va s'arrêter et tisser une petite histoire de fil en aiguille. Le premier levier de la métamorphose, vous le savez sans doute, c'est le vêtement. On se déguise, on se travestit, on joue à l'autre pendant une soirée, pendant un carnaval. On peut aussi se reconnaître à travers un vêtement, ou même en laissant tomber le vêtement, qui sait. Il n'y a finalement rien de plus identitaire, voire communautaire, peut-être rien de plus subversif et politique selon l'usage qu'on en fait. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit Sarah Forever et Élodie Chazalon, s'il vous plaît. Je crois que Sarah a des fans. Voilà. Des fans intelligents, intelligentes. Tout à fait, ah, évidemment. Oui. Et d'ailleurs, on est là pour en discuter. Bonjour Sarah. Bonjour. On dit Sarah ou je te présente comme Mathieu? Bah là, vu le temps que j'ai mis pour me préparer, je veux bien Sarah. Ok. Mais Mathieu, ça fonctionne aussi. Mais Mathieu, ça fonctionne aussi. Ben oui. Alors, Sarah Forever. Vous êtes drag queen, artiste performeur, et on vient de voir quelques images. Vous allez nous raconter en quoi ça consiste. Et à côté de vous, il y a Élodie Chazalon, maîtresse de conférences au laboratoire Usage du numérique pour le développement durable à l'Université de La Rochelle. Vous travaillez notamment en études culturelles nord-américaines et vous êtes spécialiste de la question du vêtement. Alors, je vais faire ma boumeuse ce soir. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une drag queen ? Quelle est la différence? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du travestissement? Est-ce que c'est être transgenre? Qu'est-ce que c'est? Alors, on pourrait passer évidemment 4 heures dessus, hein, parce que c'est aussi. On les a pas. Non, Sarah. mais on va les prendre. Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez amené votre but à gaz. Mais non, mais alors, c'est en fait effectivement tout est au cœur de ça, la définition. Donc, drag dressed as a girl. Normalement. As a girl, as whatever you want, en fait. Mais à la base, effectivement, l'origine vient de ça. Alors, je passe un peu sur les origines du théâtre shakespearien ou de la traîne qui traîne, donc to drag au sol, etc. Auquel moi, enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais je préfère attribuer l'origine à William Dorsey Swann, qui est le premier militante américaine, à avoir utilisé véritablement le mot en se qualifiant lui-même de Queen of Drag, ce qui a été ensuite repris en drag queen. Mais donc à la base, c'est vraiment, c'était le cas de ce performeur, vraiment une volonté de militer et de défendre ses droits. C'est un ancien esclave qui militait pour les droits LGBTQIA+, mais on parle là, on est plutôt en 1880-1890 aux États-Unis. Ah oui, voilà. Donc c'est pas du tout récent comme mouvement. Pas du tout. Non. Ma jeunesse démontre le contraire, mais non, ce n'est pas récent. En France, en revanche, il va falloir quand même attendre bien la moitié du XXe siècle pour le voir arriver, et via d'autres portes d'entrée qui ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, qui sont quand même très très liées au cabaret et au vaudeville, avec notamment Madame Arthur ou des bars théâtre comme Elle et Lui, plutôt bars lesbiens, qui vont s'emparer de cet outil. Voilà. Et là-dedans, on est dans quoi? Du travestissement, du déguisement? Comment on définit ça? Eh ben, c'est un peu chacune voilà, prend le drag un peu comme il veut, comme il peut. Bon, moi, je tiens à dire que je suis pas historien, pas chercheur du drag. Tu remarques, ça pourrait être très chic. Mais donc, vraiment, tout ça est très empirique. Hein. Il s'agit vraiment juste, moi, de mon expérience. Mais évidemment, le drag utilise le travestissement. Mais c'est un outil. Et c'est peut-être ce qui différencie aussi beaucoup les deux pratiques. Et là, je parle vraiment de la France, parce qu'on va voir qu'aux États-Unis, avec d'autres terminologies, ça peut être pris autrement. Mais je dirais que le travestissement, très souvent, en France, il peut être vu comme une fin en soi. Il pose aussi la question
du public, c'est-à-dire à qui on s'adresse quand on se travestit. Ça peut être très vite sur un cercle extrêmement restreint, intime, et puis ça va être avec des outils très ludiques, mais il n'y a pas forcément de dimension politique et performative. On peut questionner le terme de performance, à partir de quand il commence, mais enfin, quand on est à l'anniversaire de Tata Christiane et que tonton Roger met une perruque, oui, je sais que ça parle à tout le monde, c'est du travestissement. Néanmoins, est-ce qu'on est dans une démarche... Faut pas lui dire à tonton Roger. Hein. Que c'est du travestissement? Oui, je pense qu'il... Et c'est bien ça le problème. C'est qu'effectivement, dès qu'on lui dit, ça devient autre chose. Alors que le drag, il y a une dimension éminemment politique, vu son origine, mais aussi, c'est destiné à être quand même spectaculaire et montrer, donner. Le travestissement, on n'est pas forcément... Il y a des exceptions, mais on n'est pas forcément dans ces codes-là. Élodie, éclairez-nous, vous, justement. Quelle est la différence entre tout ça? Pourquoi est-ce que le vêtement est finalement aussi important? Pourquoi est-ce qu'on joue à changer d'apparence? Et on le voit par exemple, je sais pas, je pense à Shakespeare en fait, où vous aviez des femmes qui se déguisaient en hommes, etc. Enfin, c'est quelque chose en fait qu'on retrouve au théâtre depuis toujours, par exemple. Ça veut dire quoi? Alors moi, je vais commencer par vous dire que le vêtement, il est fait d'un matériau qui s'appelle le tissu, et je vais passer un peu par l'étymologie, c'est-à-dire l'origine du mot même de tissu qui est texte. Le vêtement, c'est un texte, il nous parle, mais tout comme il nous parle, il va aussi taire certaines choses, il va cacher certaines choses. Donc le vêtement, il fascine par ses potentialités de métamorphose infinie et par la dynamique dans laquelle il se retrouve du montrer et du cacher. Et d'ailleurs, tous les termes qui sont associés aux vêtements et qui tournent autour du vêtement, la mode, le costume, le travestissement, moi je préfère utiliser le terme de cross-dressing parce qu'il recouvre plusieurs pratiques d'utilisation du vêtement, politique ou autres, mais tous les termes qui tournent autour du vêtement et le vêtement lui-même portent en eux des contradictions. Je vais prendre l'exemple du costume, qui vient du mot coutume, il a la même étymologie. Et ben son évolution sémantique, son évolution montre bien qu'il est pris dans une contradiction. Au départ, le costume, c'est le vêtement qu'on met pour répondre finalement à des traditions. Traditions d'un pays, d'une région. Dans le même ordre d'idées, il peut renvoyer à l'habit qu'on met dans un certain corps institutionnel, le costume d'académicien par exemple. Mais on voit aussi que le costume renvoie à la tromperie, à la duperie, au jeu, au déguisement. Je pense notamment au costume de théâtre, au costume de danse, qu'on va mettre pour incarner quelqu'un d'autre, un personnage. Et le costume, dans son acception la plus courante, c'est, comme tu disais tout à l'heure, le tonton, je ne me rappelle plus de son prénom, Roger. Mais c'est le tonton Roger Chez Tata qui, Christine, pour une soirée costumée, va endosser un déguisement. Mais même derrière le déguisement, il y a, on peut remonter au Moyen-Âge et au Carnaval, l'idée qu'on va subvertir l'ordre social, inverser les valeurs sociales. Les dominants vont porter le vêtement des dominés et inversement, pendant un certain temps. Et on pourrait analyser tous les autres termes qui tournent autour du vêtement. Et c'est dans ces contradictions-là, selon moi, que réside la fascination qu'on a pour le vêtement, tout comme la méfiance qu'on a envers lui, puisqu'il est souvent synonyme de tromperie, d'apparence. C'est la culture des apparences, le vêtement. Subversif aussi. Vous avez parlé à l'instant du carnaval, ce moment où, par exemple, sur les scènes de théâtre, ça on le voit chez Molière, on le voit partout, ce moment de subversion. Dans les coutumes, enfin dans les pays où, par exemple, le carnaval est très institué, vous avez le maire de la ville qui remet les clés de la ville au roi Momo, par exemple, à Rio, c'est à peu près partout, par exemple, aux Antilles. Et à ce moment-là, vous avez dans les rues des hommes déguisés en femmes, cette subversion, en fait. Alors, elle passe par le vêtement, parfois par pas de vêtements. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est dans une forme de performance et ça nous autorise, Sarah, à jouer des choses qu'on ne pourrait pas jouer. Qu'est-ce que permet ce vêtement-là? Vous, par exemple, enfin, je sais pas, vous auriez pu être comédien de théâtre, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit, c'est là qu'est ma place, et si je dois performer et porter un message, c'est aussi par ce biais-là? En fait, moi, je pense qu'être en civil, en Mathieu, en Sarah, bon, c'est un peu la même chose. Ce qui change, en revanche, beaucoup, c'est les autorisations.
les autorisations qu'on se donne et qu'on donne aux gens. C'est un pacte, moi je trouve, en étant en drague, un pacte qui est passé où on admet en fait que tout est possible, qu'on est déjà dans la subversion, dans l'interdit, et que donc on va pouvoir ensemble aller creuser des choses. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est la question des autorisations qu'on se donne qui ne sont pas les mêmes. C'est les clés qui ne sont pas les mêmes. Après, la finalité, on peut transcender et être transcendé en n'étant pas en drague et vice-versa. Mais je trouve que c'est ce que ça soulève, les codes avec lesquels on utilise la scène qui changent beaucoup. Et évidemment, moi, je peux m'autoriser à expérimenter des choses en drague que je pourrais assez peu faire en n'étant pas en drague sur scène. Ça veut dire que Mathieu pourrait jamais faire les mêmes choses que Sarah ? Pas de la même manière. Ça serait d'autres portes d'entrée, un autre vocabulaire, d'autres choses utilisées qui seraient peut-être tout aussi fortes. Mais il y a cette part de performance qui ouvre un autre champ des possibles. Oui, et je trouve qu'en drague, il y a aussi, et c'est tout le paradoxe, parce qu'on parlait du costume, mais ce qu'on peut aussi beaucoup utiliser, c'est l'artifice, voire la superficialité qui est dénoncée des fois. Mais en fait, cette dite superficialité, très souvent, elle est faite pour se rapprocher davantage de nous-mêmes. Et je trouve que le drag, malgré les couches, permet ça, vraiment un rapprochement vers soi. Ça veut dire que waouh, hein, Mathieu. Ça veut dire que waouh. Ouais, quand même, ce rapprochement vers soi. Élodie, vous évoquiez tout à l'heure l'idée de cross-dressing, ce qui permet de cross-dressing, donc traverser finalement. Exactement. On est dans cette idée-là, finalement, on traverse une frontière, on traverse des codes, on s'autorise à jouer en fait avec un cadre, mais c'est finalement peut-être pour se rapprocher un peu de soi ou pour raconter quelque chose d'autre. Alors, je pense que ce que dit Mathieu, de son expérience, ça doit être vécu, donc c'est vrai. Effectivement, le cross-dressing, c'est utiliser le vêtement comme un outil, comme un instrument pour traverser les frontières. Mais les frontières, elles peuvent être de divers ordres. En général, dans le travestissement, il y a toujours l'idée de traverser les frontières imposées ou assignées par le genre, que ce soit d'homme à femme ou de femme à homme. Et ce cross-dressing-là, il est extrêmement variable. Il peut passer de l'empreinte d'une seule pièce vestimentaire, comme par exemple la cravate pour homme, à toute une panoplie. Voilà, donc il y a le smoking, mais sachant que ce cross-dressing-là, en fonction de l'époque, il va être plus ou moins subversif. Aujourd'hui, quand on parle du costume masculin adopté par les femmes ou du pantalon, le pantalon, même s'il a une histoire politique, et là je reprends les termes de Christine Barr, même s'il a une histoire politique, le pantalon, aujourd'hui, le pantalon féminin n'a plus rien de subversif, il est institutionnalisé. Alors que si on remonte à quoi ? Il y a 100 ans ? 150 ans ? Même plus que ça, milieu du 19e siècle aux États-Unis, l'introduction d'un pantalon par une féministe américaine qui s'appelait Amelia Bloomer, qui lui a donné le nom de Bloomer Dress. C'était un pantalon inspiré des pantalons turcs extrêmement larges, surmontés d'une jupe. Mais c'était une révolution à l'époque et ça a été considéré comme un scandale parce que milieu du 19e siècle, c'était plutôt l'époque, même jusqu'à la fin du 19e siècle, des crinolines, des robes extrêmement lourdes qui empêchaient les femmes de courir, les silhouettes corsetées qui empêchaient les femmes de respirer. Donc l'introduction au milieu du 19e siècle d'un pantalon extrêmement large, bouffant, qui a été raillé d'ailleurs par les hommes, c'était absolument révolutionnaire. Et d'ailleurs, on l'a appelé la reform dress, c'est-à-dire le vêtement vêtement réformiste ou de la réforme. Et il a été ensuite adopté par les féministes américaines qu'on appelle de la première vague. Et là, on est quoi ? Dans une dimension politique du vêtement, mais c'est aussi finalement une forme de passeport communautaire. On se reconnaît quand on utilise ce genre de choses parce qu'on est dans une même communauté de valeurs, j'entends, dans les mêmes combats politiques. Oui, tout à fait. Ça renvoie beaucoup à la communauté. En général, c'est rarement un phénomène isolé. C'est-à-dire que ça peut partir d'un individu, mais ça va essaimer en fait, à toute une communauté. Le problème étant après, le paradoxe, c'est que plus ça va essaimer, plus ça va s'institutionnaliser. Donc ça ça devient mainstream. Et plus ça devient mainstream, voilà, on peut employer ce terme-là. Et donc ça perd de sa dimension politique. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le vêtement a de telles potentialités de transformation. Il suffit d'un détail vestimentaire pour changer le signifié de la tenue. Enfin, signifié, c'est un peu
C'est la manière en fait dont on le comprend, la manière dont il est perçu. C'est que le vêtement, il a été analysé comme un signe linguistique qui est composé d'un signifiant et d'un signifié. C'est un peu compliqué, mais c'est la linguistique appliquée au vêtement. Donc le signifiant, je vais vous donner un exemple. Le bonnet rouge, un bonnet rouge. Le signifiant, c'est un couvre-chef en laine, voilà. Le signifié, je suis en France, le bonnet rouge, ça renvoie, par exemple, historiquement, à la révolte des paysans de Basse-Bretagne en 1675 et plus récemment en 2013 aux bonnets rouges qui se sont soulevés contre l'écotaxe. Mais donc le signifié, il va être extrêmement variable et labile dans le temps et en termes d'interprétation. Sa charge symbolique, elle va être dépendante de nombreux facteurs. Ouais. Le bonnet rouge ne va pas signifier la même chose pour quelqu'un qui ne vit pas en France, parce qu'il n'a pas les mêmes codes ni la même connaissance. Sarah, cette dimension politique, communautaire, ça vous parle, j'imagine ? Oui, bah, pour rebondir, elle est un petit peu plus loin, mais c'est un peu ce qui vient d'être dit. On pense notamment au groupe, mais ça parle de la communauté. Le groupe des garçons, ou en tout cas l'esthétique garçonne, elle est née essentiellement aux États-Unis, mais il s'agissait vraiment de ça. Il s'agissait vraiment d'une communauté qui se réunissait. Alors c'est assez touchant, ça a été documenté, tout ça, notamment avec des photos amateurs. Il y a eu tout un travail qui a été fait par Sébastien Lifshitz sur ce phénomène-là, des garçons, où on voyait en fait un groupe de femmes, donc essentiellement lesbiennes ou des hommes transgenres, se réunir donc vraiment en communauté pendant plusieurs jours, ça pouvait aller jusqu'à une semaine, et où en fait ils s'habillaient comme ils ne s'autorisaient pas à s'habiller à la ville. Donc c'était souvent dans des milieux ruraux, etc. Et ils performaient le genre qui leur paraissait coller mieux à leur peau. Et ensuite, effectivement, Coco Chanel s'est emparé de cette mode en France, etc., etc. Mais effectivement, il y a toujours un aspect, et alors dans le drag, c'est un peu le point culminant de ça, il y a un aspect communautaire, on se reconnaît, on défend, on met le même bouclier en quelque sorte. Alors après, il varie selon les personnes, mais en fait, c'est des codes qui servent à combattre essentiellement. Et à combattre quoi ? À combattre la norme, en fait, c'est surtout de ça, ou les normes telles qu'elles sont établies, et évidemment elles évoluent avec le temps, la norme d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, etc., etc. Donc ça cherche, à travers le vêtement, à redonner des définitions de soi qui sont plus proches, qu'on estime plus proches. Mais c'est avant tout un combat contre les normes, je pense. Ouais, Élodie, on pense à quoi quand on pense au combat contre les normes ? C'est la taille de la mini-jupe, c'est la récupération de la sneakers, je sais pas, c'est quoi ? C'est la nudité ? Ça peut être tout en fonction du contexte dans lequel c'est pris. Voilà, je n'ai pas vraiment de meilleure réponse à donner. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on se trouve, en fonction de la période dans laquelle on évolue, eh bien, tout peut être perçu ou interprété comme une opposition à la norme. Mais par exemple, je sais pas, le mouvement punk, c'est aussi ça, il y a une dimension communautaire et on utilise le vêtement pour faire passer ce message qui remet en cause en fait un cadre politique, sociétal, social. Oui. Ben là, quand vous évoquez le punk, vous évoquez les contre-cultures. Donc les contre-cultures, par définition, c'est des sous-groupes sociaux, culturels qui se rapprochent par rapport à des opinions politiques, par rapport à des goûts musicaux particuliers, par rapport à un style de vie et un choix de vie. Donc on peut citer les hippies aux États-Unis, les punks en Angleterre, les mods aussi, même si les mods étaient moins oppositionnels, les rockers, les bikers, les Hells Angels. Tous ces sous-groupes communautaires ont utilisé le vêtement pour revendiquer, en tout cas pour dire quelque chose, manifester leur opposition à un système. Là, les hippies par rapport au système capitaliste. Donc, la nudité était une opposition aux vêtements des cols bleus, par exemple. Le fait main était aller à l'encontre des valeurs consuméristes, le tie and dye, toutes ces techniques traditionnelles vers lesquelles les hippies revenaient. Voilà. Et là-dedans, on voit bien que l'idée, c'est de visibiliser une forme de subversion, une remise en cause des cadres. Sarah, ça veut dire quoi pour les drags ? Cette visibilisation, c'était véritablement... il fallait passer par le vêtement, parce qu'après tout, sur la communauté LGBTQIA+, il y a eu des marches des fiertés qui ont commencé à émerger, etc. Pourquoi est-ce que il fallait passer par le drag
et puis pour le coup par Drag Race, summum quand même de visibilisation sur le service public. Ouais. Mais pas de la contre-culture pour le coup. C'est là où c'est effectivement une histoire de vague, c'est que c'est maintenant une culture dite mainstream. Mais je pense que le drag, il se définit beaucoup par le vêtement parce qu'il y a aussi la volonté dans le drag, c'est éminemment politique sur effectivement la remise en question du genre et des normes liées au genre, mais pas que. Je trouve que le drag, et en tout cas moi c'est ce que j'ai aussi beaucoup défendu pendant ma saison sur Drag Race, je trouve que c'est quand même très très lié aux questions sociales et à la volonté pour ces gamins, gamines, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier quand même que les drag queens, drag kings, drag créatures, les club kids, etc., pour n'en nommer que quelques-uns, en passant par l'école Kemp, c'est que des enfants qui se donnent les autorisations qu'ils n'ont pas pu avoir quand ils étaient enfants. Voilà, c'est des grands enfants, pour moi en tout cas, c'est des grands enfants qui se réapproprient ce avec quoi ils n'ont pas pu jouer en étant enfants. Et je trouve que ça passe notamment par la question sociale. C'est pour ça aussi qu'on trouve beaucoup d'artistes queer extrêmement pauvres qui viennent de milieux défavorisés et qui se réapproprient par le vêtement une forme de réussite via l'opulence, via l'excentricité. C'est aussi une volonté de prendre l'espace et de le prendre pleinement et de montrer la dimension de j'existe. J'existe, on me voit et je visibilise en fait cette question sociale ou autre par ailleurs. Exactement, oui. Et pourquoi Drag Race alors? À un moment, oui. Pourquoi est-ce qu'à un moment, le service public et vous, avec les autres, vous partez dans cette aventure en vous disant, il va falloir qu'on aille encore plus loin dans la visibilisation, parce que être visible, c'est aussi, il y a peut-être aussi des questions de sécurité ou peut-être des questions de cyberharcèlement, tel qu'on le voit aujourd'hui. Est-ce que c'est quoi? C'est une prise de risque ou c'est véritablement le cap d'après pour visibiliser encore plus ces questions queer? C'est une prise de risque, mais en fait, je pense qu'il nous est apparu essentiel un peu à tous et à toutes au fur et à mesure de la diffusion que tous les témoignages qu'on donnait sur le service public, en fait, c'était aussi un moyen pour tous les enfants queer qui n'ont pas eu accès, et moi étant jeune c'était le cas, à des représentations queer, de pouvoir ramener ces problématiques à l'intérieur des foyers. Alors certes c'était pour les enfants queer qui en avaient bien besoin, mais on s'est rendu compte aussi que finalement ça dépassait un peu ce cadre-là parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient traitées dans l'émission et de problématiques liées vraiment aux problématiques queer qui en fait résonnaient de manière assez universelle chez Monsieur et Madame Michu via d'autres biais. Parce qu'en fait il s'agit d'acceptation, il s'agit effectivement encore une fois, de re-questionner la norme, et ça s'applique pas que au queer, alors essentiellement, mais pas que. Et c'est là où Drag Race France... je sais pas si on parle, si on évoque les questions de violence qui ont été parfois mises en débat. Exactement. Les questions de violence, elles touchent avant tout, les femmes, les personnes trans, les queers de manière générale, mais en fait, elles touchent beaucoup de monde, je pense, de manière non spécifique. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pu se reconnaître, notamment dans certains témoignages via l'émission, qui ont pu se reconnaître, des femmes cis hétéros, dans l'expérimentation de cette violence dans la société. Et je pense que de le ramener du coup sur le service public, ça permet de soulever des sujets qui ne seraient pas soulevés si ce n'était pas une heure de grande écoute. Mais vous avez dit que finalement on s'autorise en faisant ça à faire des choses, on est des enfants qui s'autorisons à faire des choses d'enfants parce qu'on n'a jamais pu le faire. Est-ce que le vêtement ça répare? Attends, ça te fait sourire. Est-ce que ça répare Est-ce que ça pense? P-A-N-S-E-R. Oui, je pense. Pas qu'un physique. Personne n'en doutait. Je sais bien. Je me le reconfirme. Oui, effectivement, c'est une matière effectivement à penser, mais également à penser, sans mauvais jeu de mots. Je pense que ça donne réflexion, ça soulève des débats. Et les débats, ils sont souvent là pour penser des plaies ou pour réfléchir après la plaie. Et je pense que le vêtement, il remplit son rôle là-dedans, et le drag n'est que la démonstration ultime de ça, quand même. Élodie, ça répare? Complètement d'accord, ça répare, ça protège. Et par contre, sur la question de la visibilité, je pense qu'il faut aussi se dire que la visibilité n'est pas un gage de lisibilité. C'est-à-dire qu'à force d'être
de se répandre, un phénomène vestimentaire ne va pas être lu ou compris dans son intention première. Donc ça, c'était un premier point. Et quant à penser, évidemment, il pense P-A-N-S-E et il fait penser, et puis il laisse à penser aussi, c'est-à-dire qu'il laisse toujours un substrat d'inconnu, et il est polysémique. Voilà, donc il y a toujours quelque chose dans le vêtement qui reste de l'ordre de la latence, de l'inconnu, de l'entre-deux dans l'interprétation. On ne peut jamais avoir une interprétation totale du vêtement. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, sur le penser, l'industrie de la mode doit quand même énormément aux artistes queer, aux femmes transgenres notamment, parce que justement, c'est issu très souvent, c'est la démonstration, enfin la tentative de résoudre, de penser une plaie, et ça donne comme ça des courants esthétiques, des expérimentations via le drag, via d'autres formes aussi. Et très souvent, l'industrie de la mode s'en empare pour ensuite en faire, voilà, on dit. Pardon ? On sait ce qu'elle fait, parce qu'après, elle fait des t-shirts avec marqué « toute féministe ». Exactement. Oui. Mais non, parce qu'on dit souvent, non mais je le dis parce qu'on dit très souvent que les drags, enfin ce qu'on voit, c'est très souvent des références, des choses empruntées, et il y a ça existe. Chez les drag queens, évidemment, et les drag kings, on va avoir, voilà, je fais référence à Vivienne Westwood, je fais référence à telle époque de Galliano, je fais référence... Oui, bien sûr, mais le chemin inverse se fait, et s'est fait aussi beaucoup. L'industrie de la mode doit beaucoup aux militantes transgenres, drag queen, au drag king, etc., etc. Mais ça doit beaucoup. Pour autant, on entend derrière qu'il y a une notion d'empouvoirment par le vêtement. Est-ce que le vêtement, ça peut nous rendre puissants, Élodie ? Qu'est-ce que ça permet, en fait ? On parlait des communautés qui sont globalement plutôt en marge quand on parle de celles qui peuvent après devenir un peu centrales, je ne sais pas, mais les punks, les hippies ou autres. Il y a un moment où l'industrie récupère ces espaces et les rend mainstream et les dépolitise et peut-être les invisibilise à nouveau, parce que le capitalisme, pour ça c'est génial, il récupère tout et il en fait un immense business. Oui, mais je pense que ça serait aussi être réducteur, parce que ce double mouvement de récupération du vêtement de rue, donc du style de rue, par l'industrie de la mode, il a toujours existé. Mais à l'inverse, et ça c'est l'ironie, il existe des pièces vestimentaires de créateurs qui ont complètement échappé à leurs créateurs. Je pense par exemple au polo. Le polo, au départ, c'est un vêtement de sportswear qui est plutôt né aux États-Unis. Il y a des marques comme Lacoste. Le polo Lacoste a été récupéré dans les années 90 par les rappeurs. Un autre polo d'une marque britannique, Fred Perry, a été porté dans les années 60 par les Mods. Donc c'était une sous-culture britannique plutôt aisée, plutôt bien habillée. Qu'est-ce qui se passe en 2016 ? Des partisans pro-Trump d'extrême droite récupèrent la version jaune et noire du polo. Il s'appelle les Proud Boys. Et alors là, le vêtement a perdu complètement son sens premier. Et la marque s'est désolidarisée en interrompant les ventes outre-Atlantique, etc. Mais c'est uniquement le polo dans sa version jaune et noir. Comme quoi, en fait, les autres polos Fred Perry n'ont pas subi cette réappropriation-là. Donc c'est ça qui rend... cette dynamique fascinante, et elle est interminable. Il y a une forme de dialogue finalement. Ouais, non, j'allais dire, c'est un peu comme si on me voyait sur une casquette Make America Great Again. Ce serait disruptif. Ben voilà. Oui, exactement. Avant de vous passer la parole, parce que je suis persuadée que vous avez plein de questions, toutes et toutes, j'avais quand même... on a parlé tout à l'heure de ces vêtements avec Élodie qui fracturaient un peu les femmes, le corset, ces grandes robes bouffantes au moment du bloomer. Vous en parliez, Élodie, tout à l'heure. Et là, je me tourne vers vous, Sarah. On voit quand même... Vous avez, vous, par exemple, un corset sur les images qu'on a vues. On voit à quel point, en fait, votre corps augmenté, là, pour reprendre une thématique de la soirée, il est quand même entravé. Est-ce que c'est aussi ça, la liberté ? C'est de se dire, je joue de cette entrave et je reprends des codes hyper féministes ?
Enfin, féminins, pardon, pour les rendre féministes. Ouais, mais encore une fois, on est vraiment sur la question de qui parle et avec quelles lunettes on regarde et selon quelle époque, parce qu'effectivement, beaucoup de femmes ont lutté pour se débarrasser du corset et puis certaines maintenant se le réapproprient. Donc en fait, c'est vraiment une question d'époque et de contrepoint, contre-vue. Mais moi, je crois que comme dans beaucoup de phénomènes, la liberté s'exprime essentiellement à travers la contrainte. Une fois qu'on dépasse la contrainte, c'est le cas voilà, de l'écriture aussi, l'espèce de pugnacité à écrire, la contrainte de la grammaire, ça fait émerger une forme de liberté. Le drag a ses codes qu'il faut toujours remettre en question, il n'y a rien de figé, donc c'est ça aussi qui est assez jouissif. Mais ça passe par beaucoup de choses, beaucoup de contraintes, beaucoup de codes, beaucoup d'empêchements, et pour autant c'est là, enfin en tout cas c'est ce que je crois, et on est beaucoup à le croire, que s'exprime une forme très intense de liberté. Ouais, et c'est là qu'on est aussi dans une forme de performance absolue, quoi. Oui, la performance, elle commence effectivement juste en se tenant sur rien cette que chaise vos talons, si moi, ouais. c'est une performance. Ouais, je sais, ouais. C'est incroyable. J'ai arrêté de mettre ça il y a au moins 40 ans. Chers amis, je suis sûre que vous avez plein de questions. Donc j'ai laissé du temps, exprès. Qui se lance pour la première? Ah, il y en a même là-haut, tiens. Hop, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, vous pouvez, lancez-vous. Sarah, j'aimerais savoir ce qui est écrit sur tes manches. Alors, tu veux que je fasse la lecture complète? Parce que, non, mais savoir... c'est un extrait du Blé en herbe de Colette. Voilà. Parce que ce look est en image, en référence à Colette, l'écrivaine, et du coup, on a copié des extraits du Blé en herbe sur les manches. Voilà. C'est toi qui fais tes costumes? Mais non. Ah. Non, je me suis dit que vraiment tu avais un talent de couture incroyable. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est en l'occurrence, effectivement. Et donc ce n'est pas moi du tout. Non, c'est un costumier qui l'a fait, voilà, bourré de talent. Mais je le porte, hein, ce qui était un autre talent. Et très bien en plus. On continue. Vous avez parlé beaucoup de vêtements, mais il y a quelque chose qui est très emblématique des drag queens, je trouve aussi, c'est le maquillage. Est-ce que pour vous, ça a un peu le même pouvoir que les vêtements ou pas ? Super question. On en parlait tout à l'heure, juste avant d'entrer sur scène. C'est exactement la même fonction. Je trouve que c'est une extension de peau. La peau, c'est du vêtement. Et donc oui, le maquillage vient en extension de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut être en drague très très nu, en termes de tissu, et pour autant nous sentir qu'on a des couches... Voilà, qu'en fait on est enrobé de plein d'artifices, donc on n'a pas du tout la sensation de cette nudité. Le maquillage explique beaucoup ça, notamment. Élodie, le maquillage fait partie en fait du dispositif du vêtement parce qu'il travestit le corps, parce qu'il le cache ou il le monte. C'est la même chose? Ouais, c'est un peu la même dynamique. Il fait partie de la panoplie, j'aurais tendance à dire. Et il peut soit révéler, soit cacher le maquillage. C'est un peu comme le tatouage d'ailleurs. Et je suis d'accord avec l'idée que la peau, c'est le premier vêtement. Et ce derme, on choisit soit de le montrer, soit de le cacher. Et parfois, plus on met des couches, plus on le cache, en fait. Plus on le montre, en fait. Donc, oui, ça fait intégralement partie de le cosmétique. Les cosmétiques font partie aussi du vêtement et de l'habillage, on va dire. Mmh. On continue. Qui a le micro ? Bonsoir. Bonsoir. Je suppose que chaque différente tenue que tu vas porter, ou même Élodie, vous allez porter, vous voulez faire passer un message, mais surtout pour toi, Sarah, cette question. Là, ce soir, avec ta tenue, quel message à toute la salle tu voudrais faire passer ? On en a un peu parlé, c'est vraiment un look qui rend hommage justement à l'esthétique garçonne et à Colette. Donc le message de ce soir, ça serait vive les lesbiennes. Voilà, vive les lesbiennes, les femmes bisexuelles. Voilà, s'il y en avait un, c'est celui-ci. Élodie, il y avait un message ? Ça me colle à la peau, au sens propre et figuré. Je me suis toujours sentie bien en jean. Je trouve que c'est le vêtement
qui est passe-partout, qu'on peut agrémenter de plein de façons. Il peut être chic, il peut être décontracté. Et le jean, il a une signification symbolique. Aux États-Unis, c'était le vêtement des pionniers, des chercheurs d'or, etc. Et Ouais, il a un peu le tellement bleu évolué travail. d'un point de vue sémantique. Et je trouve qu'il est protéiforme, ce vêtement-là, et j'adore le porter. Et pareil pour le blouson noir, avec... il y a Repimper le blouson noir. un petit côté rebelle, je crois, là-dedans. Voilà, mais tout en étant très col roulé noir. Voilà. Donc très strict aussi en même temps. Voilà. Alors C'est que hybride. moi, c'est opération confort, le Covid est passé par là. On continue. Qui a le micro? C'est moi. Bonsoir, je ne sais pas où vous Devant. êtes. Ah, super. Salut. C'est une question pour Sarah. Du coup, en fait, qu'est-ce qui te plaît au final le plus dans le drag? Et aussi, est-ce que Nikki, elle est sympa? Et est-ce que tu fais des photos à la fin? Qu'est-ce qui me plaît le plus je dirais vraiment, j'ai un peu répondu vraiment cette question de créer un espace, de se créer un espace qu'on n'a pas eu quand on était enfant, jeune queer. Je pense que c'est ça, l'espace de liberté, vraiment, c'est ce qui, moi, me parle le plus dans le drag. C'est la possibilité d'être, d'expérimenter, de changer de forme et surtout de m'autoriser ce que je ne me suis pas autorisé quand j'étais gamin. Est-ce que Nikki est sympa? On a droit à combien de jokers? Parce que c'est quoi la question? Oui, charmante. Non, mais bon, tu me donneras ton Insta, je te répondrai. Et les photos, bah oui, pourquoi pas. Voilà, très bien. Alors, il est où le micro? Bonjour. Salut. Bonjour, je suis juste Ah, ici. là-haut, salut. J'aimerais poser une question pour Sarah, pour savoir quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser aux drag queens, et si tout de suite pour toi ça a été une évidence, et si au début tu as eu des hésitations, et si tu as eu du mal à différencier ces deux personnages dont tu parlais tout à l'heure. Alors moi j'ai vraiment commencé par le théâtre, c'est vraiment parce que j'ai rencontré des amis metteurs en scène qui m'ont foutu en... Bon bref, toute une histoire. J'étais complètement à poil, parce que c'était du body painting, donc vraiment tout le corps était recouvert de maquillage. C'était 6h30 de préparation, je m'en souviendrai toujours, donc voilà, pour jouer après, merci. Mais c'était génial. Enfin, alors ce qui est fou, c'est que c'était un cauchemar, et je me suis dit, une fois que c'était terminé, je voulais absolument recommencer. Bon, donc voilà, ça pose. C'est qu'il y avait quelque chose. C'est qu'il y avait une grosse névrose, et donc c'est vraiment né par le théâtre. Et puis ensuite, moi, c'est en faisant mes pièces, j'ai vraiment commencé à me mettre en drague aussi, parce que je commençais à faire mes pièces. Et je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui est venu un peu naturellement d'être, voilà, de se mettre à faire du drag au théâtre. Donc c'était vraiment la première porte d'entrée. Et moi, en fait, je différencie jamais les deux, Mathieu. Enfin, pour moi, c'est vraiment. J'ai aussi un peu de mal avec la notion de personnage, comme d'une espèce d'entité qui se décrocherait de moi. Ou en fait, c'est vraiment moi. C'est juste moi en pire, et en mieux. Et en mieux aussi, oui, de temps en temps. Mais je fais assez peu la différence. Je trouve que c'est le. Encore une fois, c'est l'autorisation, c'est le filtre qui change. Mais je trouve que la voix et ce qui l'anime, ça vient d'une seule personne. Donc, non, j'ai jamais eu trop de difficultés avec cette notion-là. Pour moi, c'est clair qu'il s'agit d'une seule âme. Voilà. C'est les deux facettes d'une même pièce, finalement. Oui, ouais. C'est intéressant, cette idée de... C'est pas un personnage, c'est une part de moi exacerbée, ce que je m'autoriserais peut-être pas à faire. Voilà. Donc, ta vie est un carnaval permanent. Exactement. Ah, c'est joli. Quelqu'un a le micro? Bonjour. Bonjour. Oui, ma question, ce serait pour Sarah. On vous voit pas, vous êtes où? Ici. Ah, là-haut? Ici. Ah, ici, pardon. Là. Je suis complètement... Non, mais moi aussi. Ah oui, là, pardon, bon. Salut, mais on vous voyait pas. C'est pas grave. Bonsoir. Bonsoir. Je me posais la question de savoir, Sarah, si dans un univers alternatif où l'art du drag n'était pas présent ou complètement prohibé, quel autre art tu aurais choisi pour t'exprimer? Moi, je suis danseur, c'est vraiment mon boulot, enfin à la base. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai toujours... donc je disais tout à l'heure que j'ai commencé le drag via le théâtre, mais c'était le théâtre, le terme un peu générique, c'est via la danse et le théâtre comédie. Mais
Moi, je vis vraiment sur scène. Enfin, j'ai toujours connu que ça. Donc, j'ai dès 17-18 ans, je suis devenu danseur professionnel et voilà, c'est que depuis 2-3 ans que voilà, ça a un peu dévié. Mais la danse, ça reste pour moi le moyen d'expression le plus sublime. Donc, si Trump prend la présidence du monde, je danserai sur sa tombe. Merci pour cette question. On en prend encore 2-3 et il va falloir qu'on vous laisse danser après. Qui a le micro? Mais je vois rien. Non mais c'est pas possible. Vous êtes là-haut, il y a des mains levées, je vois. Ah oui, c'est bon. Et bonsoir. Ah, et là aussi. Okay. Bonsoir. Bonsoir. Petite question sur entre le drag et le vêtement. Je m'intéresse beaucoup au drag en tant que spectateur et je vois que ça devient très mainstream à force d'en parler, le médiatiser. Et le vêtement drag aussi prend une forme très théâtrale, magistrale. Est-ce que le drag ne devient pas de plus en plus hors d'atteinte, hors de portée pour les personnes queer avec peu de moyens? Ah bah oui, c'est tragique. Effectivement, il faut rappeler sans cesse qu'on peut faire du drag avec des bouts de ficelle. Mais oui, effectivement, la surexposition, l'exposition du drag et les moyens qui y sont mis, puis tout le marché qui se développe du coup grâce à cette exposition, peut sous-entendre que c'est la surenchère en fait qui prévaut. C'est faux. Enfin, ça c'est l'image effectivement Drag Race, voilà. Mais on a tous et toutes commencé et on continue encore à performer dans des caves avec des vêtements faits à l'arrache ou de la récup. Et c'est important de le rappeler, je dis souvent ça, mais sur ma saison, en saison 2, les 4 finalistes, c'est les 4 qui avaient le moins dépensé d'argent. Voilà, dans l'ordre. Voilà, tous les autres avaient été sortis avant. Donc, Ouais, Élodie ? Est-ce que le fait d'avoir moins d'argent et moins de possibilités, ça décuple pas la créativité, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un effet boost Ouais. Bah, si, beaucoup. On commence tous et toutes comme ça, et effectivement, ça développe des outils formidables pour la suite. Mais oui, le fait de pas... Alors après, avec cette petite musique aussi, il faut faire attention de ne pas sous-entendre que la création ne n'est que de la misère. C'est pas vrai. On peut aussi mériter l'argent qu'on reçoit et en faire des merveilles. Enfin voilà, c'est toujours pareil. C'est que c'est à double tranchant. Oui, bien sûr, il y a beaucoup de rêves et de combats qui peuvent naître de la boue. Mais quand on a de l'argent et quand on s'en sert correctement, c'est aussi bien d'investir dans son art. Et voilà, faut pas. Mais c'est important de rappeler que le drag peut se faire avec. Mais est-ce qu'on en vit? Il y a quand même aujourd'hui la possibilité de sortir du précariat. C'est plus comme avant ou... Avec le... Non, mais c'est... Oui. Parce qu'on peut avoir le glowy et le shiny de la télévision, mais quand les lumières s'éteignent, ça peut être... Voilà, oui et non. En fait, c'est-à-dire que pour certaines personnes, oui, il y a la possibilité d'en vivre et confortablement. Et puis pour d'autres, même exposés, même en ayant fait de la télévision, il y a un retour des fois à une grande précarité qui a même été exacerbée parce que l'émission coûte très cher à faire. Bien sûr. Tout ça, il faut le payer. Il faut... Le drag, c'est vraiment le miroir de nos sociétés et donc des questions sociales. Donc quand on voit un pays comme la France qui traverse une misère de plus en plus exacerbée, il faut se dire que chez les artistes queer et les drags, c'est exactement la même chose. On va prendre la dernière question. Il y avait quelqu'un derrière qui... Non ? Mais non. Ah si, il y en a une là-haut. Et ensuite, ce sera la dernière. Et ensuite, on va laisser la place. Malheureusement. Bonsoir. Bonsoir. En gros, j'ai une question, c'est un petit peu pour vous deux. C'est qu'il y a un peu une limite dans l'expression d'une personne à travers ses vêtements, dans la nudité, et on parle aussi de surenchère. Donc, est-ce qu'on risque un jour d'arriver à une limite dans l'expression du politique au niveau du drag, par exemple?
Ah bah non. Enfin, moi, sinon j'arrête. Non, je crois pas. Non, je pense que... Parce que là, par exemple, on parlait d'exposition, de mainstreamisation, ce qui est complètement vrai et il faut être très, très vigilant. Et en même temps, on a un RN aux portes du pouvoir. Ça communique, c'est en miroir. Donc, c'est une polarisation, selon toi? Il y a une forme de radicalisation, c'est-à-dire plus vous êtes visible, plus ça alimente? Plus il y a une réaction par définition, voilà, des mouvements réactionnaires qui se créent. Mais je pense qu'une drag queen, un drag king qui oublie l'essence politique de son art, il faut faire autre chose. Ouais, faut rester à la maison. Enfin, voilà, ouais. Cette dimension politique, Élodie, on a cherché, hein, il n'y a plus vraiment de vêtements qui symbolisent ça aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'innover d'un point de vue politique, mais je pense qu'il y aura toujours quelque chose à faire sur le vêtement. Le vêtement, il est toujours soumis à un recyclage permanent, à des emprunts, à de l'hybridation entre pays lorsque ça va traverser les frontières. Moi, si je devais parler d'un exemple aujourd'hui de vêtements politiques, je parlerais plutôt de pratiques que de vêtements. Et je pense notamment à la slow fashion et au retour à des modes de production et de fabrication du vêtement plus anciens, comme le retour du tricot. Le tricot. Et je pense à des micro-sociétés, des micro-communautés. Et là, on parle vraiment dans le petit. C'est pas la stratégie des puissants, c'est les tactiques des faibles, entre guillemets, des micro-sociétés comme il y a une start-up à Roubaix qui s'appelle Les Trois Tricoteurs, qui réunit des communautés autour de pratiques vestimentaires éthiques. Donc on revient au tricot, on limite les chutes de tissu, on revient à la slow fashion. Et donc peut-être que ça, c'est un geste politique ou une pratique politique plutôt qu'un vêtement qui va être un vecteur d'opposition. Moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est que le vêtement est politique. Il y a des pratiques qui le sont. Et quoi qu'il arrive, dans les moments un peu vilain qu'on traverse, un peu putride. Eh ben, merci Sarah d'être là, vous toutes et tous, pour nous permettre de poser cette visibilité et ces moments, et c'est hyper important. Donc on va vous remercier. Vous allez sur l'Instagram de Sarah parce qu'il y a les dates de tournée. C'est une tournée là. La vidéo qu'on a vue juste au début, c'est le teaser de mon spectacle Dynastique, en tournée un petit peu partout, pas à Nantes. Bah oui, oh, je sais. mais vraiment, mais ça va se régler. Il y a un tourneur ce soir, obligatoirement. Voilà. Donc, on retrouve les dates sur l'Instagram. Et merci vraiment à toutes les deux d'avoir été là. Merci à vous. Merci beaucoup. Il faut que je remercie plein de gens. Attendez. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous, public. Vous avez été extraordinaires. Vraiment le meilleur public du monde. Donc, merci pour ça. La soirée n'est pas terminée. Vous avez rendez-vous avec le spectacle Avatar Métabolique. C'est NS-DOS et Damien Éveillard dans une trentaine de minutes. Ici, les ateliers, c'est au 4e étage jusqu'à 23h. DJ set dans le hall. Un grand merci à toutes les personnes présentes sur cet événement. 300 personnes sont mobilisées ce soir pour vous proposer une programmation riche et chaque année inédite. Donc à l'année prochaine, évidemment. Merci aux équipes techniques. Merci de nouveau aux partenaires, la Nuit Blanche des chercheurs organisée par Nantes Université en partenariat avec Stéréolux grâce au soutien financier de l'Union Européenne, de Nantes Métropole et de la ville de Nantes. Maintenant, je respire. Bonne soirée à toutes et tous et à l'année prochaine.